Vous pensez que le régime pour la pancréatite se résume à des carottes bouillies, insipides, et à une triste escalope de poulet pour le restant de vos jours? Et si je vous disais qu'une alimentation adaptée peut être non seulement sûre, mais aussi réellement savoureuse? Aujourd'hui, nous allons partir pour un voyage culinaire dans le monde de la rémission de la pancréatite. Et je vous promets, vous serez surpris de tout ce que vous pouvez vraiment manger si vous connaissez quelques secrets simples. Soyons clairs, la rémission n'est pas une guérison complète. C'est plutôt une trêve avec votre pancréas. Il ne hurle plus de douleur, mais reste très sensible et se souvient de chaque affront, comme un kebab trop gras ou une sauce piquante. Notre objectif, rendre cette trêve longue et stable. Et le principal outil pour cela, c'est une approche alimentaire intelligente qui ne punit pas mais prend soin. Alors, comment aborder notre chemin vers une rémission à la fois agréable et sûre? Par l'essentiel, la compréhension d'un principe simple mais fondamental. Notre mission première est de soulager au maximum notre pancréas. Imaginez que votre pancréas est un travailleur qui a longtemps œuvré sans un jour de repos ni de vacances. Il est épuisé, à bout de force, et la moindre tâche complexe lui provoque irritation et douleur. Notre objectif est de lui offrir des vacances bien méritées. Non pas le licencier, mais bien lui permettre de se reposer et de reprendre des forces. Nous le faisons passer au régime de travail le plus léger possible. En médecine, cela se traduit par le principe des 3 M. Ménagement mécanique, chimique et thermique. Ça sonne un peu scientifique, mais en réalité, c'est très simple. Détaillons chacun de ces points. Premier point, le ménagement mécanique. Concrètement, la nourriture doit être finement hachée, mixée ou sous forme de purée. Nous épargnons ainsi au pancréas le travail de digérer des morceaux larges et difficiles. Le mixeur ou la râpe se charge de tout le gros œuvre à sa place. Soupe crème, petites boulettes cuites à la vapeur, mousse délicate, ce sont nos alliés. Deuxième point, le ménagement chimique. Ici, nous éliminons tout ce qui pousserait le pancréas à produire activement des enzymes agressives. Cela inclut tous les stimulants d'appétit, bouillons gras et concentrés, aliments épicés, acides, fumés, frits. La nourriture doit être de saveur neutre, sans épices prononcées, ni sauce. Et enfin, troisième point, le ménagement thermique. Les repas ne doivent être ni brûlants ni glacés. Seule une température confortable, tiède, est acceptable. Les températures extrêmes sont une source de stress supplémentaire pour tout le tube digestif. Retenez ces 3 piliers. Des aliments mixés, neutres et tièdes. C'est la base même sur laquelle se construit une rémission paisible et durable. Amazatis, aussi bampor. Abordons maintenant l'erreur la plus capitale, le piège insidieux dans lequel un grand nombre de personnes tombent. C'est un mythe dangereux qui se formule ainsi. Puisqu'il n'y a plus de douleur, je peux progressivement reprendre tout ce qui me fait envie. Chers amis, c'est la plus grande des illusions et elle pourrait vous coûter très cher. L'absence de douleur n'est pas un signe de guérison totale. Ce n'est qu'une trêve fragile, un cessez-le-feu que vous avez négocié avec votre organisme. Votre pancréas est toujours extrêmement vulnérable, comparable à de la glace mince. En apparence, elle peut sembler solide, mais un seul faux pas, une seule imprudence, et vous replongerez dans les eaux glacées de la douleur et de la crise. Chaque expérience de ce genre, chaque pensée du type « un petit morceau, ça ne fera pas de mal » est une véritable roulette russe. Aujourd'hui, un petit carré de chocolat ou une frite isolée peut passer inaperçu. Mais demain, ce même petit écart pourrait bien vous renvoyer directement à une crise aiguë, réduisant à néant tous vos efforts passés. Le pancréas ne pardonne pas une telle insouciance. Il n'oublie rien. Alors, gravons ceci dans nos mémoires une bonne fois pour toutes. Je n'ai pas mal ne signifie pas tout est permis. Cela signifie au contraire que notre régime alimentaire adapté fonctionne et que nous devons impérativement continuer à le respecter.
Bien, maintenant que nous avons clarifié le principe fondamental et l'erreur majeure, passons à la construction de votre régime alimentaire. Et commençons par le pilier, la base de tout, les protéines. Les protéines sont les briques de notre corps. Elles sont vitales pour la réparation des tissus endommagés, y compris ceux du pancréas. Mais, vous l'aurez compris, toutes les protéines ne sont pas adaptées à notre situation. Notre meilleur allié, les protéines maigres. Oubliez les steaks juteux, le porc ou l'agneau gras. Les rois de notre assiette seront la dinde, le blanc de poulet et le lapin. De temps en temps, un peu de veau maigre est permis. La règle d'or, avant toute cuisson, retirez sans pitié toute la graisse visible et, bien sûr, la peau de la volaille. C'est là que se cache la principale menace. Quant à la cuisson, uniquement les méthodes les plus douces, la cuisson à l'eau, à la vapeur, en ragoût ou au four dans leur jus, sans ajout de matière grasse. La forme idéale, la viande hachée. Pensez aux boulettes vapeur, aux tendres hachis, aux soufflés ou aux quenelles. Sous cette forme, la viande est digérée avec une facilité maximale et ne met aucune pression supplémentaire sur votre pancréas fatigué. Un morceau entier, même bouilli, représente déjà un défi plus important, auquel il faudra passer très prudemment et progressivement. Parfait. La viande, c'est réglé. Mais qu'en est-il du poisson? Le poisson est une excellente alternative, une source de protéines facilement digestibles et d'oligo-éléments bénéfiques. Mais ici, la même règle d'or s'applique. Moins il y a de matière grasse, mieux c'est. Nous devenons de véritables chasseurs de poissons maigres. Nos favoris dans ce royaume aquatique sont la morue, le merlu, le lieu noir, le cendre et le brochet. Ces variétés se distinguent par leur faible teneur en graisse. Leur chair blanche est tendre et délicate. Par contre, les poissons gras, comme le saumon, le maquereau ou le hareng, devront être oubliés pendant la période de rémission. Oui, nous savons tous qu'ils sont riches en précieux acides gras oméga 3, mais pour un pancréas affaibli, cette matière grasse est un fardeau insurmontable. C'est un peu comme si nous devions manger un gâteau entier à nous seuls, beaucoup trop lourd et calorique. Quant au mode de préparation, nous retrouvons nos bons vieux classiques. L'idéal, ce sont des boulettes ou des quenelles de poisson cuites à la vapeur. Vous pouvez aussi faire cuire le filet au four, enveloppé dans du papier sulfurisé, ou de l'aluminium avec une goutte d'eau et une branche d'ânette. Le résultat est incroyablement tendre et juteux. Le poisson poché convient également parfaitement. Et, bien sûr, absolument aucun poisson salé, fumé, séché ou conservé à l'huile. C'est un tabou strict, car le sel, les conservateurs et l'excès de graisse sont des déclencheurs directs de crise et d'aggravation. Passons maintenant aux glucides, notre principale source d'énergie. Si les protéines sont les briques de construction de notre organisme, les glucides, eux, sont le carburant qui fait fonctionner toute la machine. Et ici, comme pour les protéines, une approche douce et particulière est de mise. Les céréales deviennent ainsi notre principale source d'énergie. Cependant, toutes les bouillies de céréales ne se valent pas en période de rémission. Nos championnes sont l'avoine, le sarrasin, le riz et la semoule. Pourquoi elles? Parce que, correctement préparées, elles forment une masse mucilagineuse et enveloppante. Cette substance, telle une couverture douce, tapisse les parois de l'estomac et de l'intestin, les protégeant de toute irritation et offrant une sensation de satiété prolongée sans aucune lourdeur. Comment les préparer? Il convient de les cuire à l'eau ou bien dans un mélange moitié eau, moitié lait écrémé, si vous le tolérez bien. La cuisson doit être longue, jusqu'à obtenir une bouillie liquide, très onctueuse, presque une crème. Pas de beurre, surtout. Vous pouvez ajouter juste une demi-cuillère à café de sucre ou de miel, à condition que la rémission soit bien stable. Cependant, il faut être plus vigilant avec certaines céréales. L'orge perlée, le millet, le maïs
et le gruau d'orge par exemple, contiennent beaucoup trop de fibres brutes. Celles-ci risquent d'irriter le tube digestif et de surcharger inutilement le pancréas. Pour l'instant, nous les mettons donc de côté. Les légumes sont une véritable mine de vitamines, de minéraux et de fibres. On pourrait s'en réjouir et en consommer sans compter. Mais en cas de pancréatite, les choses sont un peu plus complexes. Les fibres fraîches, croquantes et crues agissent dites comme du papier de verre pour un intestin enflammé. Elles exigent du pancréas un travail intense pour produire les enzymes nécessaires à leur digestion. Or, nous savons que notre objectif principal est de lui accorder du repos. C'est pourquoi, en période de rémission, la quasi-totalité des légumes doit impérativement subir une cuisson. Vos meilleurs alliés sont alors la cuisson à l'eau, les légumes mijotés, la cuisson au four et la cuisson à la vapeur. Sous cette forme, les fibres deviennent douces, tendres et beaucoup plus digestibles. Quels légumes privilégier? Les pommes de terre, les carottes, les courgettes, le potiron, le chou-fleur, les brocolis et les betteraves. Ceux-ci constitueront la base de votre menu végétal. Ils se prêtent à la préparation de merveilleuses purées, de soufflés de légumes, de flans à la vapeur ou simplement d'accompagnement. En revanche, voici une liste de légumes avec lesquels il faut être extrêmement prudent ou même qu'il convient d'exclure complètement. Le chou blanc, le radis noir, le radis, l'ail, l'oignon, l'oseille, les épinards et le poivron. Tous contiennent soit des fibres brutes difficiles à digérer, soit des huiles essentielles et des acides qui irritent fortement les muqueuses et stimulent une sécrétion excessive. N'oubliez pas, un légume est votre allié, mais seulement lorsqu'il est préparé et cuit. Les fruits, c'est une question qui taraude sans doute tout le monde. Mais comment gérer le sucre? Faut-il vraiment dire adieu à toute joie gustative et se contenter de plats hakifades? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Non, on peut et on doit même se faire plaisir. Mais comme vous l'avez sûrement compris, avec les douceurs, il faut être encore plus prudent qu'avec les légumes. Le principal ennemi de notre pancréas, dans le monde des fruits, ce sont l'acidité et les fibres rugueuses. C'est pourquoi tous les fruits et baies acides sont strictement interdits. Citron, orange, pamplemousse, kiwi, canneberge, ainsi que les variétés de pommes acides. Tout cela, nous le mettons gentiment de côté. Leur acidité est un véritable signal d'alarme pour notre pancréas. Elle provoque la production d'enzymes agressives. Il faut également éviter les fruits à peau épaisse et à petites graines, comme le raisin par exemple. Nos alliés, en revanche, sont les fruits doux et mûrs. La banane est une option idéale pour une collation. Elle est tendre et ne nécessite aucune préparation. Les variétés de pommes et de poires sucrées sont également excellentes, mais à une condition importante. Il faut absolument les peler et, idéalement, les cuire. Et c'est là qu'entre en scène le véritable roi du dessert diététique, la pomme au four. Sans la peau, avec une petite cuillère de miel si votre état le permet. Elle est douce, sucrée, et la pectine qui s'y forme est incroyablement bénéfique pour la digestion. On peut aussi préparer des purées de fruits, des mousses, des gelées et des compotes à partir des fruits et baies sucrés autorisés. C'est délicieux, sans danger, et ça met de bonne humeur. Abordons maintenant les produits laitiers. Pour beaucoup, ils sont une part essentielle de l'alimentation, une source de calcium et de protéines précieuses. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de les bannir complètement. Mais, comme vous vous en doutez, le diable est dans les détails, et plus précisément dans le pourcentage de matière grasse. Notre favori absolu et champion, c'est le fromage blanc à 0% de matière grasse ou le fromage frais écrémé. L'essentiel est qu'il soit frais et non acide. C'est une base idéale pour un dîner léger ou un petit déjeuner. Mais si vous le trouvez un peu fade tel quel, ne le mangez pas simplement par ennui. Préparez-en un gratin léger et onctueux, un soufflé vapeur ou des gnocchis légers au fromage blanc à la vapeur. Vous obtiendrez un plat complet, rassasiant et parfaitement sain.
Viennent ensuite, en deuxième position, le kéfir et le yaourt nature. Là encore, privilégiez ceux à teneur minimale en matière grasse, généralement 1%, et lisez attentivement la composition. Pas de préparation aux fruits, de sucre, d'amidon ni d'autres additifs. Ces produits sont excellents pour rééquilibrer la flore intestinale et favoriser une bonne digestion. Et qu'est-ce qui est à bannir absolument? Ce sont le lait entier, la crème fraîche épaisse, la crème liquide et le ryajenka, et, malheureusement pour beaucoup, la quasi-totalité des fromages. Qu'ils soient à pâte dure, fondue ou à pâte persillée, ce sont des concentrés de graisse et de sel. Un véritable coup dur pour le pancréas. Les petits fromages frais glacés et sucrés, ainsi que les yaourts aux fruits ou à la confiture, ne sont pas non plus notre option. Ce sont des desserts, pas des aliments sains. Retenons donc ceci. Les produits laitiers sont nos amis, mais uniquement sous leur forme la plus légère, naturelle et faible en gras. Parlons maintenant des graisses, si souvent redoutées comme la peste en cas de pancréatite. Il existe une idée reçue très dangereuse selon laquelle il faudrait exclure totalement les graisses de son alimentation. C'est une erreur à ne surtout pas commettre. Les graisses ne sont pas seulement une source d'énergie, elles jouent un rôle crucial dans de nombreux processus de l'organisme, notamment la synthèse hormonale et l'absorption des vitamines liposolubles. S'en priver complètement pourrait entraîner de graves problèmes. Il s'agit plutôt d'apprendre à consommer les bonnes graisses, et ce, en doses infimes. Nos principaux ennemis sont les graisses animales saturées et difficilement digestibles. Le saindoux, les viandes grasses, le beurre, la margarine, les graisses de cuisson, tout cela doit être banni de votre régime. Ces graisses imposent en effet une charge colossale à votre pancréas. Nos alliés, en revanche, sont les huiles végétales. Mais là encore, la prudence est de mise. Nous ne choisirons que des huiles vierges de première pression à froid, l'huile d'olive, de lin ou de tournesol. Et la règle d'or est la suivante. Ne jamais, sous aucun prétexte, les utiliser pour la cuisson ou la friture. En chauffant, elles développent des substances nocives qui sont particulièrement agressives pour le pancréas. Comment les consommer alors? C'est très simple. On les ajoute au plat déjà cuit, juste avant de servir. Pensez à une demi-cuillère à café, pas plus, dans votre purée de légumes, votre bouillie ou votre salade de légumes cuits. Cette petite quantité sera amplement suffisante pour bénéficier de leurs avantages sans nuire à votre santé. Alors, ne craignez plus les graisses, utilisez-les simplement avec discernement. Et pour les boissons, c'est une question tout aussi cruciale que celle de l'alimentation, car l'hydratation est la base même de la vie. Cependant, en cas de pancréatite, toutes les boissons ne se valent pas. Certaines pourraient même réduire à néant tous vos efforts pour respecter votre régime alimentaire. La boisson numéro 1, incontestablement, c'est bien sûr l'eau pure et non gazeuse. Elle doit devenir votre alliée constante. Buvez-la fréquemment, par petites gorgées, tout au long de la journée. La température idéale est ambiante ou légèrement tiède. L'eau aide à éliminer les toxines et à maintenir le bon fonctionnement de tout l'organisme. En deuxième position, le thé léger. Privilégiez le thé vert ou les infusions de plantes, comme la camomille ou la menthe. Le thé noir est également permis, mais il doit être très faiblement infusé. Surtout pas de thé corsé. Pour varier les plaisirs, les boissons aux fruits sont une excellente option, qu'elles soient préparées à partir de fruits secs ou de baies et fruits frais et doux, mais sans sucre ajouté. Les fruits secs apportent déjà suffisamment de douceur naturelle. L'important est que la boisson ne soit pas trop concentrée. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner les boissons épaissies à base de fruits, comme le kisel. C'est une boisson tout simplement idéale pour un régime doux. Grâce à sa consistance visqueuse et enveloppante, elle apaise la muqueuse de l'estomac et de l'intestin. Préparez-la idéalement à partir de jus de fruits de nez naturels, dilués avec de l'eau ou d'infusion de baies. En revanche,
Tout ce qui contient du gaz, du sucre, de fortes doses de caféine et des additifs chimiques est strictement interdit. Boissons gazeuses, limonade, jus de fruits en briques, kvass, boissons traditionnelles fermentées, café fort, cacao au lait, toutes ces boissons irritent le pancréas et le poussent à une activité inutile. Mettons les choses au clair et abordons ce qui doit absolument disparaître de votre réfrigérateur et de votre vie, une fois pour toutes, sans aucun compromis. C'est la fameuse zone rouge. Et y entrer provoquera quasi systématiquement une aggravation. Mémorisez cette liste par cœur. En premier lieu, et c'est une évidence, tout ce qui est gras. Le porc, l'agneau, le canard, l'oie, les poissons gras, le saindoux, le beurre en grande quantité et tout plat frit. La graisse est l'ennemi numéro 1 car elle force votre pancréas à travailler à outrance. Le deuxième point, tout ce qui est frit ou poêlé. Même si vous faites dorer un blanc de poulet maigre dans une poêle sèche, la cuisson forme une croûte qui contient des substances très irritantes pour le système digestif. C'est pourquoi la poêle à frire, on la range tout au fond du placard. En troisième lieu, tout ce qui est fumé. Les saucissons, le poisson, la viande, le fromage fumé. Ces produits contiennent des substances cancérigènes et une quantité excessive de sel, dévastateur pour un organe affaibli. C'est un véritable poison pour le pancréas. Et enfin, le quatrième point, tout ce qui est épicé et piquant. Le poivre, le raifort, la moutarde, le vinaigre, l'ail et l'oignon cru, ainsi que les marinades. Tous ces produits agissent comme de puissants irritants chimiques, obligeant votre pancréas à libérer des enzymes en surrégime. Votre alimentation doit être la plus neutre possible. Retenez bien ces 4 non, pas de gras, pas de frites, ni poêlés, pas de fumée et pas d'épicé. C'est la loi. Mais au-delà des ennemis évidents dont nous venons de parler, il existe des adversaires plus insidieux et masqués. Ils peuvent sembler tout à fait anodins, mais en réalité, ils n'en constituent pas moins une menace pour votre bien-être et votre santé. Passons-les au crible. La première catégorie regroupe la quasi-totalité des sauces et assaisonnements prêts à l'emploi. Mayonnaise, ketchup, sauce soja, vinaigrettes industrielles. Même si l'emballage affiche la mention « léger », ne vous y fiez surtout pas. Leur composition contient presque systématiquement du vinaigre, des conservateurs, des exhausteurs de goût et une quantité astronomique de graisse et de sucre cachés. C'est une véritable agression chimique pour votre système digestif. La deuxième catégorie concerne la charcuterie et les produits d'avaqueaï de viande transformée. Saucisses, boudins, jambon cuit ou fumé, pâté. La composition de ces produits est un véritable cauchemar pour tout nutritionniste. On y trouve une quantité excessive de graisse, de sel, de nitrite, de phosphate et d'autres additifs. Même les charcuteries présentées comme légères ont en réalité peu de valeur nutritionnelle. Il ne s'agit pas de nourriture, mais de véritable malbouffe. La troisième catégorie, les conserves. Toutes, sans exception, qu'elles soient de viande, de poisson ou de légumes. Elles contiennent presque toujours du vinaigre, une grande quantité de sel, d'huile et de conservateurs. Les seules exceptions pourraient être certains aliments pour bébés en petits pots, mais même là, la lecture attentive de la composition est impérative. Retenez ceci. En période de rémission, votre règle d'or est de privilégier les aliments d'origine simple et claire. Plus le parcours d'un produit, de la nature à votre assiette, est court, mieux c'est. Tout ce qui a subi une transformation industrielle complexe constitue une menace potentielle. Abordons maintenant 2 sujets qui constituent un tabou absolu et inconditionnel. Ici, il n'y a pas de « juste pour les fêtes » ou de « une seule petite gorgée ». Je parle de l'alcool et des boissons gazeuses. Commençons par l'alcool. Qu'il s'agisse d'une bière légère, d'un verre de vin sec ou d'un petit shot de vodka, n'importe quelle boisson alcoolisée, quelle que soit la dose, représente une agression toxique directe pour les cellules du pancréas.
L'alcool provoque un spasme du sphincter d'Oddi, cette petite valve musculaire qui régule l'écoulement des sucs pancréatiques vers l'intestin. Lorsque ce sphincter se contracte, les enzymes restent piégées à l'intérieur de la glande et commencent à digérer le pancréas lui-même. C'est l'une des voies les plus directes vers une pancréatite aiguë ou une grave exacerbation d'une pancréatite chronique. Retenez bien ceci, il n'existe aucune dose d'alcool sûre en cas de pancréatite. Point final. La deuxième catégorie, les boissons gazeuses. Soda sucré, eau minérale gazeuse, boissons énergisantes. Quel est leur danger? Premièrement, le dioxyde de carbone, ces fameuses bulles, irritent la muqueuse de l'ensemble du tractus gastro-intestinal, provoquant ballonnement et stimulant une sécrétion excessive. Deuxièmement, les boissons sucrées contiennent une quantité astronomique de sucre, d'acide et d'additifs chimiques qui sont de puissants irritants. C'est pourquoi nous bannissons totalement toutes ces boissons pétillantes. Privilégiez uniquement de l'eau plate et les boissons dont nous avons parlé précédemment. Nous avons souvent évoqué les bonnes méthodes de cuisson, mais il est temps d'y consacrer une section à part entière, car c'est un point crucial. Car même le produit le plus autorisé et diététique, comme le blanc de poulet, peut se transformer en poison s'il est mal préparé. Inversement, une cuisson appropriée rend les aliments sûrs et faciles à digérer. Alors, voici vos nouveaux meilleurs alliés en cuisine. Le premier et le principal allié est le cuiseur vapeur. C'est tout simplement l'appareil idéal pour une alimentation saine et légère. Les aliments cuits à la vapeur conservent un maximum de nutriments, deviennent très tendres, juteux et ne surchargent absolument pas le système digestif. Boulettes vapeur, légumes, poissons, omelettes, soufflés. Le cuiseur vapeur peut tout faire. Le deuxième allié fidèle est le four. Mais nous l'utiliserons pour la cuisson au four et non pour la friture. On peut faire cuire les aliments dans leur propre jus, en les enveloppant dans du papier sulfurisé ou de l'aluminium. On peut aussi les préparer dans des sacs de cuisson spéciaux ou dans des cocottes en céramique, en y ajoutant un peu d'eau ou de bouillon de légumes. Ainsi, les plats sont mijotés et très tendres. Le troisième allié polyvalent est le multicuiseur. Ce qui nous intéresse principalement, ce sont les modes mijoté, cuisson vapeur et porridge. Le mode mijoté est un excellent moyen de préparer une viande tendre ou un ragoût de légumes. Et bien sûr, n'oublions pas la simple casserole pour la cuisson à l'eau. La cuisson à l'eau ou dans un léger bouillon de légumes est un classique de l'alimentation diététique. Oublions en revanche la poêle à frire et le grill. Ces méthodes créent cette croûte nocive qui nous est formellement contre-indiquée. Un autre principe essentiel, trop souvent négligé, est le fractionnement des repas. Beaucoup pensent que c'est un système compliqué, mais en réalité, tout est élémentaire. Au lieu des 3 grands repas habituels, petit déjeuner, déjeuner et dîner, nous passons à 5, voire 6 petites prises alimentaires. Pourquoi cela est-il nécessaire? Revenons à notre analogie avec l'employé fatigué. Imaginez qu'ils doivent transporter 100 briques. Qu'est-ce qui est plus facile pour lui? Déplacer les 100 en 3 fois, en s'épuisant sous un poids énorme, ou les porter en 6 fois, mais par petites quantités? La réponse est évidente. Il en va de même pour notre pancréas. Chaque prise alimentaire est pour lui un signal pour se mettre au travail. Si vous mangez une grande portion, il est contraint de produire en urgence une quantité énorme d'enzymes. C'est une charge colossale. Par contre, si vous mangez une petite portion, très peu d'enzymes sont nécessaires. La glande fonctionne alors en mode tranquille et économe, sans surcharge. L'intervalle optimal entre les repas est de 2h30, maximum 3 heures. Cela permet d'éviter à la fois la surcharge et la sensation de faim intense, qui nous pousse souvent à manger plus que nécessaire. Une portion doit être petite, environ de la taille de votre poing ou d'un verre.
Mieux vaut manger plus souvent, mais en petite quantité. Cette règle d'or vous aidera à maintenir un fonctionnement stable de votre système digestif et à éviter les craquages. Bon, assez de théorie. Passons à la pratique et élaborons un menu de petit déjeuner simple, savoureux et surtout parfaitement sûr. Après tout, c'est le petit déjeuner qui donne le ton à notre journée et il est crucial de bien la démarrer. Il doit être léger, nourrissant et doux pour notre système digestif. La première option qui nous vient à l'esprit est, bien sûr, la bouillie d'avoine. Mais pas n'importe quelle bouillie, une bouillie préparée comme il faut. Prenez des flocons d'avoine à cuisson lente, pas les instantanés. Faites-les cuire dans de l'eau ou un mélange d'eau et de lait à 1% de matière grasse jusqu'à obtenir une consistance liquide et bien fondante. Pas de beurre, surtout. Pour éviter que ce ne soit trop triste et fade, vous pouvez ajouter une demi-cuillère à café de miel, à condition de bien le tolérer et d'être en rémission stable. Qu'ajouter d'autre à cette bouillie? Une pomme au four serait un complément idéal. Prenez une pomme douce, retirez le cœur, vous pouvez y verser un filet du même miel et faites-la cuire au four jusqu'à ce qu'elle soit bien fondante. Vous obtiendrez un dessert délicat, sucré et très sain qui se marie à merveille avec la bouillie. Une autre option pour le petit déjeuner est l'omelette à la vapeur. Préparez-la uniquement avec des blancs d'œufs car le jaune contient beaucoup de matière grasse. Battez 2 ou 3 blancs avec quelques cuillères de lait, salez légèrement et faites cuire à la vapeur. Vous obtiendrez un nuage de protéines léger et aérien. À cette omelette, vous pouvez ajouter une petite purée de carottes ou de courgettes cuites. C'est consistant, sain et sûr. Voilà pour le petit déjeuner. Maintenant, voyons comment composer un déjeuner idéal. Généralement, le déjeuner est le repas le plus consistant de la journée. Mais dans notre cas, il devra rester léger et facile à digérer. La formule classique entrée, plat principal et dessert fonctionne d'ailleurs très bien avec notre régime, à quelques ajustements près. En entrée, une soupe est indispensable. Mais pas un borsch riche à base de bouillon d'os. Non, il nous faut une soupe veloutée de légumes légères. C'est un plat absolument parfait. C'est chaud, liquide. Ça ne demande pas de mastication et c'est très facile à digérer. Les options sont nombreuses. Potiron, carottes, choux-fleurs, courgettes. Il suffit de faire cuire les légumes jusqu'à ce qu'ils soient tendres dans un peu d'eau ou un bouillon de légumes légers, puis de les mixer au blender jusqu'à obtenir une consistance homogène. Pour plus d'onctuosité, vous pouvez y ajouter une cuillère de yaourt nature maigre. Pour le plat principal, nous aurons impérativement une source de protéines et un accompagnement. Que pourrions-nous choisir? Par exemple, des boulettes de dinde à la vapeur. Prenez du filet de dinde, passez-le au hachoir à viande, ajoutez un peu de riz cuit, formez des boulettes et faites-les cuire à la vapeur. C'est tendre, nourrissant et très sain. En accompagnement de ces boulettes, le riz cuit ou une purée de pommes de terre seront parfaits. Préparez la purée avec de l'eau ou un bouillon de légumes, sans beurre ni lait. Vous pourrez ajouter une goutte d'huile végétale directement dans l'assiette. Quant au dessert, ce sera ce fameux compote de fruits secs ou un kissel dont nous avons déjà parlé. Vous obtiendrez ainsi un déjeuner complet, équilibré et parfaitement sûr. L'heure du dîner approche. Comment l'aborder, surtout en cas de pancréatite? La règle d'or est de privilégier un repas des plus légers à consommer au moins 2 à 3 heures avant le coucher. La nuit, notre système digestif, y compris le pancréas, a besoin de repos et non de digérer des aliments lourds. Le surcharger au coucher est la voie directe vers les douleurs et l'inconfort matinal. L'option idéale pour le dîner combine une protéine facilement digestible et des légumes cuits. Prenons l'exemple d'un poisson cuit en papillote. Choisissez un filet de poisson blanc maigre, tel que le cabillaud ou le colin. Arrosez d'un filet de jus de citron, si vous le tolérez, ajoutez une branche d'aneth, puis enveloppez le tout dans du papier cuisson ou du papier aluminium. Enfournez ensuite pendant environ 20 minutes. Le résultat?
Un plat incroyablement tendre et juteux. En accompagnement de ce poisson, une purée de chou-fleur ou de brocoli sera parfaite. Pour la préparer, il suffit de faire bouillir les fleurons jusqu'à ce qu'ils soient quoi bien tendres, puis de les mixer avec un peu de leur eau de cuisson. Au goût et à la consistance, cela ressemble beaucoup à une purée de pommes de terre, mais c'est bien plus facile à digérer et contient moins d'amidon. Une autre option pour le dîner est un gratin de fromage blanc ou un soufflé vapeur à base de fromage blanc maigre. Ce plat est riche en protéines, lesquelles seront digérées lentement pendant la nuit, procurant une sensation de satiété et fournissant les nutriments nécessaires à la récupération de l'organisme. L'essentiel est de le préparer sans sucre. Vous pouvez y ajouter un peu de banane écrasée pour une touche sucrée naturelle. C'est léger, délicieux et très bénéfique avant de dormir. Nous avons parlé des repas principaux. Mais entre ceux-ci, il y a des moments où l'envie de grignoter peut se faire sentir, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, si vous optez pour une alimentation fractionnée, les collations sont même indispensables pour éviter d'arriver à un état de faim intense. Cependant, une collation doit être saine, légère et planifiée, et non pas un grignotage impulsif de n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui peut constituer la collation idéale pendant une période de rémission ? La première option, c'est un yaourt nature faible en matière grasse ou du kéfir. Buvez un petit verre et vous tiendrez facilement jusqu'au déjeuner ou au dîner. C'est rapide, pratique et excellent pour votre flore intestinale. La deuxième option, ce sont les fruits. Mais, comme nous l'avons déjà mentionné, pas n'importe lesquels et pas sous n'importe quelle forme. L'option la plus simple et la plus sûre est une banane bien mûre. Elle est douce, sucrée et ne demande aucune préparation. Ou, si vous avez le temps, vous pouvez préparer une pomme au four à l'avance. C'est une excellente collation chaude et nourrissante. La troisième option est pour ceux qui aiment croquer quelque chose. Il s'agit de biscuits secs, comme les galettes ou les biscuits Marie. Lisez attentivement la composition. Il ne devrait sans doute pas contenir de margarine ni d'excès de sucre. 2 ou 3 de ces biscuits avec un thé léger sont tout à fait acceptables. En revanche, voici ce qu'il faut absolument éviter pour une collation. Les noix, les graines, les fruits secs en grande quantité, les sandwichs et bien sûr, toutes les sucreries. Les noix et les graines sont trop grasses et les fruits secs contiennent beaucoup de sucre. Nos collations doivent être aussi douces pour l'organisme que nos repas principaux. Et nous arrivons maintenant à la dernière règle, qui est sans doute la plus importante. Elle ne parle ni de produits, ni de mode de cuisson, ni de calories. Elle parle de vous. La règle la plus essentielle est celle-ci. Écoutez votre corps. Oui, il existe des recommandations générales, des régimes, des listes d'aliments autorisés et interdits. Ils représentent votre base, votre guide. Mais votre corps, lui, est votre principal navigateur et conseiller. Il est unique en son genre. Ce qui convient parfaitement à une personne peut provoquer de l'inconfort chez une autre. Tenez un journal alimentaire. Notez ce que vous avez mangé et votre ressenti par la suite. Cela vous aidera à identifier vos réactions individuelles. Vous remarquerez peut-être que vous tolérez parfaitement le brocoli, mais que le chou-fleur, lui, vous provoque des ballonnements. Ou encore que le kéfir vous convient, alors que le yaourt vous cause un certain inconfort. C'est tout à fait normal. N'introduisez pas de nouveaux aliments trop vite. Faites-le très prudemment, un aliment à la fois, et commencez par une petite portion. Prenez une seule cuillère d'une nouvelle purée et observez votre réaction tout au long de la journée. Si tout va bien, le lendemain, vous pourrez doubler la dose. Patience et attention seront vos meilleurs alliés. Votre corps vous envoie constamment des signaux. Une sensation de légèreté après le repas, l'absence de lourdeur, de ballonnement, de douleur, c'est le signal que tout va bien, continuez ainsi. Tandis que le moindre inconfort est un signal « stop, quelque chose ne va pas, il faut comprendre pourquoi ».
Apprenez à écouter et à interpréter ces signaux. Aucun médecin, aucune diète ne connaît votre corps mieux que vous-même. Voici le point crucial, celui que beaucoup oublient. Une alimentation adaptée n'est pas une punition. C'est un choix conscient en faveur de votre santé et de votre bien-être. Le véritable déclic se produit lorsque vous cessez de la percevoir comme une contrainte pour y voir un acte de bienveillance envers vous-même. C'est quand vous apprenez à savourer non pas une assiette de frites, mais la légèreté que vous ressentez après un repas sain. Vous saisissez la nuance ? La transformation majeure ne s'opère pas dans l'assiette, mais dans votre esprit. Vous ne perdez pas le plaisir de bien manger, vous gagnez une vie nouvelle, saine, longue et sans douleur. En résumé, les piliers de votre menu en période de rémission sont les protéines maigres, les glucides complexes et les légumes cuits. Les modes de cuisson privilégiés, la cuisson à l'eau, le mijoté, la cuisson au four et à la vapeur. Et le plus important, la régularité des repas, des petites portions et une écoute attentive des signaux de votre corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur une alimentation saine et savoureuse. Et maintenant, une question pour vous. Quelles sont vos recettes préférées, testées et approuvées, adaptées à une alimentation douce ? Partagez vos idées dans les commentaires. Aidons-nous mutuellement à rendre notre quotidien plus varié et plus savoureux.